número cada vez maior le nombre toujours plus grand de pessoas de personnes aujourd'hui no mundo todo dans le monde entier estão em estado de coma, qui sont en état de em coma decorrência dos avanços médicos, en conséquence donc des progrès de la médecine sur les as traitements, aparelhagens, les appareils, o atendimento rápido, les soins rapides à des situations d'urgence comme les infarctus du myocarde, les AVC, o traumatismo de les crânio. traumatismes crâniens. Então essas pessoas Ces hoje, pelo personnes menos no mundo aujourd'hui, ocidental, elas au têm moins en atendimento Occident, sont prises en charge de façon plus rapide et plus urgente, em que suas vidas où leur vie normalmente são salvas, normalement sont sauvées, mas uma grande maioria mais une delas grande partie não d'entre elles conseguem retornar n'arrivent à sua pas consciência à prévia. revenir à leur conscience précédente et puis donc se Então, isso retrouvent é dans l'état de problema, coma. uma realidade Et c'est une que o mundo réalité ocidental vive atualmente. que traverse le monde occidental actuellement. Coma é um estado de inconsciência Coma, c'est un état em que a d'inconscience pessoa ela não tem consciência de si où la personne e n'a do pas, ambiente que a envolve. conscience d'elle ni Quando esse estado ele dura du mais milieu de qui 20 l'entoure. minutos, Et quand cet a état pessoa dure plus de 20 considerada em minutes, estado de coma. on considère qu'elle est dans le Quando coma. esse estado de coma ele persiste Quand cet état de coma persiste, por mais do que 30 dias, plus de 30 jours ou un mois, essa situação é denominada estado vegetativo. on appelle ça l'état végétatif. No estado vegetativo, L'état a végétatif, pessoa ela pode abrir e fechar os olhos. la em estado personne de peut sono, ouvrir et fermer vigília, les yeux, elle mas dort et puis não elle est apresenta, en éveil. segundo a ciência médica, Mais selon la nenhuma science percepção médicale, do elle ambiente nem présente, psicólogo. suivant la Ela science está em estado de médicale, inconsciência. aucune perception de son milieu, elle est donc dans un Quando état ela d'inconscience. começa a apresentar Et quand elle commence à présenter sinais de consciência des com signaux respostas de propositais, mesmo que conscience sejam mínimas, avec des réponses intentionnelles, même minimes, uma nova definição il y a une agora nouvelle que é chamada définition estado de consciência mínimo. qui s'appelle l'état de É o conscience estado minimale que está ou minime. despertando do estado vegetativo. Et c'est donc la As personne, pessoas l'état où la que personne podem se réveille nessa situação de son état végétatif, ou elle peut acordar rester donc dans cet état ou se réveiller réellement. O melhor estudo que eu conheço La meilleure sobre étude pacientes que je em coma connais foi sur des publicada personnes no dans le New England coma a été publiée en New England, em 1994. Journal of Medicine, Tem algum tempinho, en mas é o melhor 1994. estudo Donc c'est déjà un certain sur temps, mais pacientes c'est em encore coma. aujourd'hui la Esse meilleure estudo, a étude força-tarefa sur les patients qui sont dans le coma. americanos, Et c'était donc un travail de neurologistes américains qui ont été publiés dans deux revues l'une après l'autre, qui apportent une classification du coma, les motifs, les causes, chez les enfants et les adultes, et montrant aussi les aspects sociaux, financiers qui représentent a grande quantidade de pessoas em la coma grande nos quantité Estados Unidos. de personnes qui sont dans le coma aux Tanto que naquela États-Unis. época, Tant que à cette projetava-se um époque, número de on até 25 mil adultos parlait de 25 000 adultes dans le e coma até 10 mil crianças. et jusqu'à 10 000 Estado enfants qui étaient vegetativo, en état não végétatif. estado vegetativo, permaneciam em coma. Motivando assim algumas Et cela a motivé donc recomendações médicas. quelques recommandations médicales. A Associação de Neurologia L'association des Americana, neurologues américains, com a quiescência de mais do que 80% qui, dos seus membros, dos médicos neurologistas americanos, qui associe 80% des neurologues américains. paciente em estado Elle a dit vegetativo que, por mais de définit ano, que eles chamam de estado vegetativo persistente, les patients en état végétatif persistant qui persistent de plus d'un an, a probabilidade deles acordarem do coma é muito pequena. la probabilité qu'ils sortent de leur coma est très faible. E quanto mais tempo Et plus longtemps persistência no coma, le coma persiste, menor a probabilidade de se acordar. plus la probabilité d'éveil est faible. Após ano Et em donc coma, ils ont em dit estado que vegetativo, après un an dans un état Si la végétatif, famille, si la famille, ou os responsáveis les legais responsables légaux solicitassem demandent em algum documento escrito dans un document écrit que o tratamento poderia ser interrompido, d'interrompre le traitement, eles eram favoráveis a essa decisão qu'ils seraient favorables à cette décision e o tratamento poderia ser interrompido. et qu'ils autoriseraient donc l'interruption du traitement. Ils ont décidé Com o aussi tratamento, qu'avec le traitement, alimentar e hidratar o paciente era um tratamento médico. le fait d'alimenter et d'hydrater le Isso também patient, c'était un poderia ser traitement interrompido médical nas situações.
et que ce traitement aussi pourrait être interrompu dans certaines situations. Et à partir de là, la justice américaine et d'autres pays occidentaux adoptent la même attitude d'autoriser l'euthanasie des personnes en état végétatif persistant. Et nous allons présenter quelques cas pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et aussi pour vous transmettre notre compréhension et la vision spirituelle du coma, ainsi que de l'euthanasie. Ici, c'est le cas d'un jeune homme en anglais qui a eu un traumatisme crânien dans un jeu de football en 1989 en Angleterre. Plusieurs personnes ont été écrasées dans les gradins par le public, et ce jeune a été emmené avec un traumatisme crânien grave, et donc il était dans le coma qui a évolué vers l'état végétatif, et la famille a vu qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il revienne à lui. Elle a demandé à la justice anglaise de l'euthanasie. Et pendant plusieurs années, elle a lutté dans les tribunaux anglais pour réaliser l'euthanasie, jusqu'au moment où, en 1993, la Cour des Lords a confirmé la légalité de l'euthanasie et a permis donc sa réalisation. C'était le premier cas légal de l'euthanasie en Angleterre. Vous pouvez voir une partie de l'étude anatomie pathologique, la nécropsie, qui montrait l'altération principalement au niveau du thalamus. Dans un autre cas, que la famille n'a pas permis de divulguer des photos, c'est celui de Andrew Devine, aussi en Angleterre, un jeune, dans la même situation que le Tony, qui a été victime du même accident le même jour. Il a eu un traumatisme crânien grave, il a été amené à l'hôpital, il est passé dans le coma végétatif, mais sa famille a lutté pour sa survie, pour réunir les conditions pour que sa vie, avec les médecins à ses côtés, et le 4e mois du coma, ils l'ont ramené à la maison et ils l'ont aidé, ils l'ont traité. Et en 1997, le Daily Telegraph du 26 mars a donné l'information que Andrew Devine, de 30 ans, est sorti de son coma. Et il a répondu à quelques questions des parents en donnant des réponses avec les doigts et montrant ainsi donc qu'il y avait une évolution différente par rapport à... Donc devant l'attitude de la famille pour la vie ou pour la mort. Alors la famille n'a pas donné d'autres informations sur l'évolution de ce cas, parce que la famille souhaite garder la confidentialité sur le cas. Et donc à cette époque, il était déjà en train de sortir du coma et il était en train de montrer quelques niveaux de conscience. Et on voit donc deux situations différentes avec des évolutions différentes qui ont commencé avec le même problème, la même étiologie et qui ont une fin qui est très différente. Et donc on peut se poser la question réellement de notre responsabilité en tant que famille d'un patient dans le coma. Quelle doit être notre attitude et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment il faut que nous nous comportions? Peut-être vous tous connaissez cet Américain qui, aussi aux États-Unis, a été victime donc d'un processus long en justice, s'il devait être euthanasié ou pas. Elle est restée 15 ans en état végétatif, anoxie cérébrale. Il n'y avait pas de potassium dans le sang, l'arrêt cardiaque, la mort cérébrale et qui a donné un coma.
Et le mari, quand il a reçu l'assurance vie pendant 2 ans, il a lutté pour qu'elle puisse rester vivante. Et après ça, il a changé et puis il a travaillé, il a lutté pour son euthanasie. Et ses parents, par contre, voulaient la garder vivante et il l'avait amenée à la maison parce qu'elle n'avait pas besoin d'appareil, il suffisait de l'alimentation et de l'hydratation. Ils l'ont traitée à la maison. Et la justice américaine a décidé de donner le gain de cause au mari et a officialisé donc l'euthanasie de Terry, même que ses parents étaient opposés. Et Terry a eu donc sa mort 14 jours après la suspension de tous ses traitements, y compris l'hydratation et l'alimentation. Et donc, elle s'est désincarnée par déshydratation et par inanition. Les médecins ont dit que ça n'allait engendrer aucune souffrance chez elle. Et à gauche, vous avez une image de Terry. Quand le médecin la stimule avec des questions, en montrant donc qu'elle semble avoir des réactions, et en haut à droite, vous voyez sa réaction en présence de sa mère. Et c'est difficile à définir si la personne vraiment elle a conscience ou pas. Il n'y a pas de mécanisme certain pour pouvoir le définir, il n'y a que des hypothèses. C'est encore un autre cas de Terry, qui s'appelle aussi Terry, mais c'est un homme, Terry Wallis. C'est une des personnes qui est restée le plus longtemps dans l'état végétatif et en est sorti. Il est resté 19 ans et il s'est réveillé d'une heure à l'autre. Le premier mot qu'il a prononcé, c'est maman. Et la deuxième, c'est Pepsi Cola. Ce qui est intéressant, c'est que Terry se rappelle de rien pendant ses 19 ans. Et aussi bien, donc, une fois qu'il s'est réveillé, il s'est demandé des choses d'hier, qu'est-ce qui se passait avec Ronald Reagan, qui était président quand il est tombé dans le coma, etc. Ça montre aussi donc la lutte de la famille, la préoccupation pour la vie. Un cas plus récent, c'est cet Italien, Salvatore Crisafulli, qui a été publié à Rome. Il s'est réveillé donc le 5 octobre 2005 à Rome et il a informé. Il s'est réveillé en disant qu'il avait tout vu, tout ce qui s'était passé dans les 2 ans où il était dans le coma. Qu'est-ce que les médecins disaient, ce que les gens disaient autour de lui. Et ce sont donc une preuve, en donnant des preuves de ce qui s'était passé et qui a pu être confirmé par les médecins comme étant des faits réels. Ce sont 2 exemples intéressants, parce que Terry se rappelait de rien et Salvatore se rappelait de tout de sa période de coma. Ça montre qu'il y a une conscience qui existe à ce moment-là. C'est un autre travail très intéressant, publié dans la revue Science, 2006, septembre, du Dr Owen et son équipe en Angleterre, où ils ont étudié par la résonance magnétique fonctionnelle les activités cérébrales d'une jeune femme de 25 ans qui était en coma végétatif suite à un accident d'automobile, en comparant avec le cerveau d'une personne normale du même âge. Et donc les médecins,
ont réalisé le stimulus et observé les réponses du cerveau à cette stimulation. Et à gauche, vous voyez le cerveau de la patiente, à gauche, et à côté, le cerveau d'une personne normale. Quand le médecin lui demande de faire comme si elle jouait au tennis avec une amie, que tu renvoies la balle, et ainsi de suite. Et les médecins ont vu les zones du cerveau qui étaient actives à ce moment-là, et en comparant avec les personnes normales, ils ont détecté qu'il y avait la même zone avec les mêmes réponses, donc chez le patient dans le coma et puis chez la personne normale. Et à droite, vous avez la même image du patient à gauche et puis de la personne normale à droite. Quand le médecin il a demandé, il lui a dit, bon, vous êtes chez vous à la maison, dans la cuisine, allez jusqu'au salon, allez à votre chambre. Et il faisait la même stimulation au patient et à la personne de contrôle qui était normale. Et les réactions, les activités dans le cerveau, tant de la patiente que des personnes normales, étaient identiques. Démontrant ainsi qu'il y avait une réponse de cette patiente végétative qui était similaire à la réponse des patients normaux. Et on peut voir que c'était un traumatisme grave parce qu'en regardant bien l'image, devant il manque un grand morceau de l'os crânien parce que c'était donc un traumatisme grave. Et cette étude est donc très importante parce qu'elle semble démontrer, elle donne pas mal d'évidence que ces patients ont quand même en état végétatif, un certain niveau de conscience. Et donc permettant que ces patients répondent à ce genre de stimulation externe. Dans le livre Évolution dans deux mondes, qui a déjà été cité plusieurs fois, l'esprit André Louis dit, répond à une question. Dans l'état comateux, où se trouve le psychosome du malade? Près du corps physique ou loin de lui? Où se trouve son esprit et son corps spirituel? Dans l'état de coma, l'emprisonnement du corps spirituel à l'enveloppe physique ou partiellement libéré de lui dépend de la situation mentale du malade. Ça veut dire que à l'état de coma, l'esprit il sera près du corps ou loin du corps, selon la situation spirituelle, le niveau d'évolution spirituelle de l'esprit. Si cet être qui est déjà un être qui s'est détaché des choses matérielles et terrestres, s'il vit déjà dans le but de cultiver des vertus, il cherche à se défaire de l'attachement à la matière. Probablement, donc, quand il sera dans le coma, il sera dans une autre situation, ailleurs, réalisant déjà une activité importante pour son évolution dans d'autres plans de la vie. Tout en restant donc attaché par le cordon d'argent que vous voyez ici au niveau de sa tête. Au contraire, si l'esprit
est encore attaché à la matière et aux choses matérielles, aux biens matériels. Il vit encore lié aux vices de l'âme comme l'orgueil, l'égoïsme, la vanité. Il est probable qu'il restera à côté de son corps physique et qu'il verra toute la réalité de ce qui se passe là-bas dans ce local, que ce soit chez lui ou à l'hôpital. Et donc il vivra, il sentira tout ce qui se passe autour de lui. C'est pour cela que nous disons que dans ces situations, l'individu doit être respecté. Nous défendons une éthique personnaliste spirit où chaque être vivant doit être respecté, indépendant de la situation dans laquelle il se trouve, depuis la conception, donc la fécondation, jusqu'à sa mort. C'est ce que nous trouvons dans le livre de Marlène Nobré, L'âme de la matière, où elle dit, peu importe si l'être est conscient ou non, si c'est un fœtus ou un malade dans le coma, c'est une personne et comme telle, elle doit être respectée. Il doit être respecté par rapport à ce qu'il est intrinsèquement. Un autre exemple, non, je ne sais pas si vous connaissez ce film ici en Belgique, au Brésil, il s'appelait Dans la mer. Et ce film est très intéressant parce qu'il parle de la vie de l'Espagnol Ramon Pedro, qui à 19 ans a eu un accident de plongée et qui a eu un traumatisme radio-médulaire et il était tétraplégique sans pouvoir bouger les bras et les jambes. Il avait une grande intelligence et dans cette situation, il a pu écrire plusieurs livres. Il utilisait sa bouche pour écrire. Il habitait chez son frère et puis c'est son père et son neveu qui prenaient soin de lui. Et pendant les 29 ans qu'il est resté dans cette situation tétraplégique, il voulait mourir par l'euthanasie, mais en Espagne, c'était interdit à l'époque. Donc il cherchait auprès des personnes de l'aider à mourir. Parce qu'il disait que sa vie n'avait plus de sens, qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait, ou le sexe, ou embrasser les personnes, il ne pouvait plus le faire et qu'il dépendait des autres pour tout. Jusqu'au moment où il a réussi à réunir un groupe de personnes qui étaient favorables à l'euthanasie et ils ont réussi à organiser un suicide assisté. Et ici, nous voyons un exemple de dignité de vie. Et quand Ramon Pedro a cherché la qualité de vie, on voit ici le contraire. On voit quelqu'un qui a la dignité de vie. Vous devez tous reconnaître ce grand physicien actuel qui est de l'actualité, qui est Stephen Hawking, un grand nom de la physique mondiale de tous les temps, et qui à 19 ans a eu une maladie dégénérative du système nerveux central, dégénérative, une maladie qui n'a pas de guérison, qui évolue progressivement, avec une perte progressive des mouvements. Il vit dans cette chaise roulante, il n'a pas de mouvement avec ses bras, et il arrive à se communiquer par un petit appareil qu'il utilise. Et même dans cette situation, donc, il a réussi à produire de nombreuses connaissances scientifiques au bénéfice de l'humanité. Et on ne le voit jamais triste sur les photos. C'est quelqu'un qui donne un grand exemple pour nous tous. Il est venu nous montrer que toute vie a une dignité et doit être continuée et vécue jusqu'au bout. L'Évangile selon le spiritisme, qui est un livre donc, qui parle de l'euthanasie par l'esprit de Saint Louis, qui nous dit le matérialiste qui voit à peine le corps et ne tient pas compte de l'âme est incapable de comprendre ces choses. Le spirit, pourtant, qui sait déjà ce qui se passe
après la mort, connaît la valeur d'une dernière pensée. Atténuer les dernières souffrances autant que possible, mais évitez d'abréger la vie, ne serait-ce que d'une minute, parce que cette minute peut éviter beaucoup de larmes dans l'avenir. Cet esprit nous dit clairement que nous devons éviter l'euthanasie. Nous ne devons pas abréger la vie de personne dans quelle que soit la situation, parce que souvent, quelques minutes qui ont été abrégées peuvent représenter le fait de devoir traverser ou pas des grandes souffrances dans le monde spirituel. Parce que la maladie, c'est donc un processus éducatif pour l'esprit. On recueille ce qu'on a planté. Et donc la douleur et la souffrance a été produit en fait par nous-mêmes au départ. Et la connaissance spirite nous donne donc beaucoup de force pour cela. Et c'est important que dans ces moments de souffrance, quand la personne réduit son orgueil, sa vanité, son égoïsme et devient plus humble parce que devant la douleur et la souffrance, et c'est dans ces moments que souvent elle peut demander un pardon à quelqu'un avec qui elle a eu donc quelque chose à se reprocher, un ennemi, elle peut pardonner, éviter certains ressentiments. Et ce sont des moments qui sont très importants pour l'esprit, pour la désincarnation de l'esprit, la préparation pour l'autre vie. C'est pour ça que nous ne devons pas l'interrompre. Il y a un mot aussi de Chico Xavier dans le livre Ensemble de réponses. L'amour volontaire est comprise comme la fin de toutes les souffrances, mais c'est une grande erreur. La fuite devant une situation difficile comme la maladie ne résoudra pas les causes profondes qui l'ont produite, puisque ces causes se trouvent dans notre conscience. Il faut donc faire confiance avant tout à la providence divine, car de telles situations sont de précieuses leçons dans le processus d'épuration de l'esprit. Les moments difficiles seront suivis plus tard par des moments plus heureux. C'est encore une fois la spiritualité par Chico Xavier qui nous montre que la maladie, il faut y faire face et ça ne sert à rien d'abréger la vie parce que la conscience, elle reste après la mort du corps physique et que les problèmes donc vont continuer et qu'il vaut mieux faire face à ces problèmes de maladie, de souffrance, de la douleur en tant qu'incarné et nous préparer pour une meilleure désincarnation et une vie plus heureuse dans le monde des spirituels. Dans le livre Ouvrier de la vie éternelle, psychographié par Chico Xavier, par André Louis, l'esprit André Louis, ce livre nous présente plusieurs cas de processus de désincarnation. Et donc c'est André Louis qui suit les guides spirituels dans différentes situations de personnes qui sont incarnées et donc accompagner le processus de désincarnation. Donc, on peut apprendre énormément de choses dans ces livres, principalement Ouvrier de la vie éternelle. Et il y a le cas de Dimas qui a une cirrhose hépatique en phase terminale, mais la famille, l'épouse et le fils n'étaient pas préparés à sa mort. Et en termes de vibratoirement, ils retenaient Dimas dans le corps par des vibrations mentales. Et ils ont empêché donc que la spiritualité travaille dans le processus de désincarnation. Et Dimas, dans ses rêves, quand son esprit sortait du corps, en contact avec le monde spirituel, il demandait déjà à ses esprits, mais libérez-moi, oh mes amis. Est-ce que c'est aujourd'hui, le dernier jour, comme j'ai envie de me libérer? Et il avait déjà tout préparé pour être libéré du corps. Et André Louis nous a dit
Comprenez une fois de plus qu'il y a une heure pour mourir comme il y a une heure pour renaître. Dimas atteindra le jour de la libération et pour cela, il serait retiré du corps grossier de façon à se transformer pour un nouvel apprentissage. Le jour exact n'avait pas encore été déterminé, fixé. Le processus de mort était déjà en cours. Et qu'est-ce que la spiritualité a fait avec ce problème énergétique que la famille énergiquement au niveau des énergies le retenait? Les esprits ont fait des passes magnétiques pour montrer donc une amélioration fictive, pour qu'ils se réveillent, qu'ils se sentent mieux, qu'ils parlent avec sa famille, qu'ils les rassurent, jusqu'à ce que l'épouse et le fils sont allés dormir, et la spiritualité donc a profité de ce moment pour finaliser le processus de désincarnation. Et montrant souvent que donc ces améliorations subites que les patients ont sont parfois liées à l'action de la spiritualité, de façon à pouvoir mieux travailler derrière, quoi. La spiritualité dit il faut montrer donc une amélioration fictive. La chambre est pleine de substances mentales torturantes que la famille avait laissées. Et ça a été fait, et donc il s'est désincarné. Un autre cas apporté par André Luiz, c'est le cas de Cavalcanti dans le même livre. C'était un catholique fervent qui a eu l'infection, une péritonite suite à une crise d'appendicite et qui à l'époque était fatale. Il n'y avait pas de traitement comme aujourd'hui. Il était donc dans un hôpital, mais il ne voulait pas mourir. Il luttait tenacement contre la mort, en provoquant donc une désincarnation plus difficile et plus compliquée. Il avait déjà des hallucinations dans l'infirmerie, il voyait le monde spirituel et le monde corporel en même temps, il les confondait. Et le médecin qui pensait que c'était des hallucinations, qui devenait fou et halluciné, et qui a donc décidé de lui injecter une grande quantité de sédatifs pour faire l'euthanasie. Et donc Cavalcanti a eu la mort physique, mais son corps physique est resté attaché par l'énergie vitale qui lui restait à son corps physique en décomposition. Et donc il a eu une désincarnation difficile qui a duré plus que 20 heures. Et même ainsi, Cavalcanti, quand il est arrivé dans le monde spirituel, avait un état encore très difficile. Et il ne pouvait pas percevoir encore les amis qui l'attendaient dans le monde spirituel, et donc il est allé dans une espèce d'infirmerie dans le monde spirituel. Et André Luiz, il dit, personne ne doit couper là où il est possible de détacher. Il ne faut pas interrompre la vie. Là où on peut donc améliorer les conditions pour que la désincarnation se fasse de façon naturelle. Il y a deux situations différentes. Une où la famille voulait que le patient restait vivant, mais c'était son heure de mourir. Et l'autre, c'est le cas du médecin qui a anticipé le moment de sa désincarnation, qui a engendré donc des souffrances pour l'esprit. Nous, en tant que spirites, nous sommes donc contre l'euthanasie, mais nous sommes également contre la dysthanasie, qui est de prolonger donc les souffrances d'un patient qui évolue naturellement vers la mort, en essayant des solutions où il n'y a plus de but de guérir, de traitement, que c'est juste pour prolonger sa vie. Et ce sont des traitements qui, là aussi, peuvent engendrer plus de souffrance pour les patients, qui n'amélioreront en rien le pronostic du patient. Sur cette base, je vais terminer en vous racontant une petite histoire qui illustre bien notre conférence d'aujourd'hui sur la désincarnation. Comment est-ce qu'on peut aider les personnes? C'est l'histoire d'un papillon.
le docteur Marlène a dit, la vie sur la Terre est comme d'une chenille. Nous nous rampons sur la Terre avec des douleurs, des souffrances. Et la phase de désincarnation, c'est la phase où nous commençons notre transformation vers la vie spirituelle, qui est la phase du papillon. Et un jour, une petite ouverture est apparue dans le cocon. Un homme s'est assis et a observé le papillon pendant plusieurs heures. Ces efforts que faisait le papillon pour faire passer son corps par le petit trou. Et c'est là qu'on dirait qu'elle était arrêtée, qu'elle ne pouvait pas progresser. Il semblait aussi que le papillon était allé plus loin que ce qu'il aurait pu et puis qu'il était coincé, qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et après, l'homme, il s'est dit, je vais essayer d'aider le papillon. Donc il a pris un ciseau et il a coupé le reste du cocon. Et donc le papillon a réussi à sortir facilement. Mais son corps, il était encore mou, il était petit et il y avait ses ailes étaient encore pliées, abîmées. L'homme a continué à observer le papillon parce qu'il s'attendait qu'à tout moment, ses ailes allaient s'ouvrir et s'étirer pour être capable de supporter le poids du corps qui allait donc s'affirmer en temps voulu. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. En vérité, le papillon a passé le reste de sa vie à traîner son corps vide, mou, et ses ailes rétrécies, et il n'a jamais été capable de voler. Ce que l'homme, dans sa gentillesse et sa volonté d'aider, ne comprenait pas, c'est que le cocon serré et l'effort nécessaire au papillon pour passer par la petite ouverture était le moyen par lequel Dieu faisait que le fluide du corps du papillon était pour aller vers ses ailes de façon à ce qu'il soit prêt à voler une fois qu'il serait sorti du cocon. Et quelquefois, l'effort est justement ce qu'on a besoin dans notre vie. Si Dieu nous permettait de vivre nos vies sans aucun obstacle, il nous handicaperait. Nous ne serions pas aussi forts que nous pouvons l'être et nous ne pourrions jamais voler. J'ai demandé des forces et Dieu m'a donné des difficultés pour me faire plus fort, pour me rendre plus fort. J'ai demandé la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et Dieu m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé de l'amour et Dieu m'a donné des personnes avec des problèmes que je puisse aider. J'ai demandé des faveurs et Dieu m'a donné des occasions, des opportunités. Je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Pour terminer, je voudrais rappeler encore une fois les paroles d'André Louis. Ne coupez pas là où vous pouvez dénouer et détacher. Merci beaucoup, Dr. Fernando Santos.